L'excision, une pratique encore courante aujourd'hui et qui pourtant marque et laisse des séquelles. Aujourd'hui, je suis avec une jeune femme courageuse qui a accepté de témoigner et d'en parler. Bonjour Abby, ça va? Bonjour, ça va et toi? Tu te sens bien? Oui, ça va. C'est quoi ton ressenti là actuellement? Écoute, on est là pour avoir une discussion et repartager un pan de mon histoire, donc c'est la routine. Ok, Voilà. super. On va commencer par ton enfance, Mhm. où tu as grandi. Alors, j'ai grandi au Sénégal, je suis née à Dakar, plus précisément à Pikine, et j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 9 ans. Et depuis mes 9 ans, je vis en France. Voilà, mon enfance était une enfance assez normale. euh, Sauf qu'on a eu bien évidemment quelques hicks sur le chemin, en l'occurrence l'excision. Comment tu définirais l'excision pour ceux qui ne connaissent pas? Alors l'excision, c'est un acte qui est souvent traditionnel, qui a beaucoup de signification pour les populations qui le pratiquent. Et ça consiste en l'ablation, donc le fait de couper la partie externe du clitoris. Voilà. Donc ça va être le capuchon ainsi que tout ce qui se trouve en dessous du clitoris, dans un but de... donc ce ne sont pas mes opinions, c'est La la définition, dans le but de purifier, préserver la virginité, ainsi que l'éthique et la moralité d'une jeune fille. Voilà. Très bien. Et quand ça t'est arrivé, t'avais quel âge exactement? J'avais entre 3 et 4 ans. Je n'en ai aucune... je ne suis pas sûre, en tout cas, entre 3 et 4 ans. T'as sorti un podcast qui s'appelle Le cœur cousu, où tu en parles d'ailleurs très bien. Et tu évoques des souvenirs de ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, malheureusement pour moi, je suis capable aujourd'hui si on me ramenait en Gambie, à Serekunda pour être plus précise, de vous emmener chez cette femme, chez cette exciseuse, parce que aussi petite que j'ai pu être, mon cerveau a été capable en tout cas de capturer dans des détails les plus précis cet instant-là. Donc je me souviens par exemple de la couleur de la porte, je me souviens que j'ai été mise dans une bassine bleue, je me souviens qu'il y avait un petit fond d'eau dans cette bassine bleue, qu'il y avait du gros sel au fond de cette bassine, et à partir du moment où on me coupe, je ne me souviens de plus rien. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, je me suis sûrement évanouie. C'est l'une des explications que j'ai réussi à trouver, ou alors peut-être que c'est trop douloureux et que mon cerveau l'a complètement occulté, parce que parfois le cerveau a la capacité de, pas d'effacer des mémoires, mais de les archiver, afin qu'ils ne nous fassent pas trop de mal. Tu expliques aussi qu'après ce moment-là que tu as d'ailleurs, t'as quelques souvenirs, il y a eu 2 semaines, et 2 semaines après, c'était les pires de ta vie, ou de ton enfance du moins. De mon enfance, oui, c'est... Pourquoi? C'était horrible dans le sens où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais mal entre les jambes. Pour faire pipi, et je me souviens encore de cette douleur-là, c'est comme si on m'avait frotté du piment entre les parties intimes. C'est vraiment horrible parce que ça pique, on dirait qu'il y a une pulsion. Et puis surtout, je ne pouvais pas m'accroupir pour faire pipi, tellement mes parties étaient atrophiées. Donc on devait me porter, je me souviens de ça, les jambes droites pour que je fasse pipi directement sur les toilettes. Parce que au Sénégal, on a... bon, peut-être maintenant c'est un peu plus moderne, mais on a des toilettes turques, donc il faut s'accroupir pour faire pipi. Donc je ne pouvais pas m'accroupir pour faire pipi. À quel moment tu t'es dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Parce que il y a eu ton enfance où tu as vécu ça, puis après, il y a eu un moment où tu l'expliques toi-même, je vais te laisser l'expliquer, où tu as eu ce déclic et tu as su
qu'il y avait quelque chose qui allait pas et tu as su mettre un terme sur ce que tu avais. Comment ça s'est passé et c'était à quel âge? Donc, suite à mon excision, je ne sais pas comment, enfin non, je ne sais pas comment, la psychologie et la psychiatrie, les neurosciences l'expliquent très bien. Pour ma propre protection, mon cerveau a archivé ce souvenir-là. Donc, c'est quelque chose dont je ne me souvenais pas jusqu'à mes 12 ans ou 11 ans. À mon anniversaire, j'ai une copine qui m'offre un livre qui s'appelle l'ABCD des filles. Et dans cet ABCD des filles-là, et d'ailleurs, il faudrait qu'un jour je trouve qui a écrit ce livre-là pour le remercier, parce qu'il a très bien fait son ABCD, son abécédaire plutôt, et que à la lettre E, il y avait le mot excision. Donc ça définissait ce qu'était l'excision. Il y avait une carte sur cette page montrant les pays dans lesquels et les régions dans lesquelles c'était le plus effectué, fait, pratiqué. Quand j'ai lu cette définition-là, ça a titillé quelque chose en moi. Et c'est comme ça que, alors c'est pas en une nuit ni en une semaine, que mes souvenirs me sont revenus et que j'ai été en capacité d'aller demander des comptes à ma mère. Parce que c'est ma mère qui m'a élevée toute seule, principalement avec la famille autour, toute sa vie. Donc c'est là que j'ai été demander des comptes. Qu'est-ce que ta mère, elle a ressenti? Est-ce qu'il y avait une petite culpabilité ou comment elle te l'a expliqué en fait? Non, jusqu'à ce jour, ma mère ne ressent aucune culpabilité. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Elle ne voit aucun mal dans ce qu'elle a fait. Je pense que c'est plutôt une manière de... Dans ma culture, un enfant ne remet pas en cause les pratiques de ses parents. On ne doit même pas dire à son parent qu'il ment, par exemple, même s'il ment. Donc, elle l'a vécu comme un affront de ma part. Hein. Et d'ailleurs, elle le dit qu'elle a perdu sa petite fille. Et ça explique pourquoi est-ce que... moi, je suis née avec un prénom, Fatou Kiné. Et depuis des années, hein, depuis que je suis au lycée, je crois, j'ai décidé de me choisir un prénom à moi-même, donc okay. Abby. Donc c'est ton choix. Donc c'est mon choix de m'appeler Abby parce que j'ai décidé d'arrêter d'être la fille de ma mère, la petite fille parfaite, docile, très obéissante, que tout le monde plébiscitait, et d'être ma personne. Tu t'es créé ta propre identité. Exactement. Est-ce que ça t'a aidé à t'en sortir après? Oui. Ouais. Ça m'a aidé de m'en sortir, de ne plus en avoir quoi que ce soit à faire, de décevoir ma mère ou ma famille. Il faut, en fait, quand on fait ce genre de lutte, quand on décide de devenir militant, il faut être très accroché parce que, en plus des gens de l'extérieur qui peuvent être très virulents, il faut aussi être prêt à perdre sa famille ou à se la voir à dos. Parce qu'on est en train de dénoncer quelque chose qui est pour eux normal. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Et tu as dit que aucune culpabilité des parents. La figure paternelle, tu l'as pas forcément... Parce que tu as dit ta mère, elle t'a élevée toute seule. Alors, ma mère m'a élevée toute seule. Mon papa... alors, j'ai un papa et j'ai un père. Donc, mon père biologique, il est encore en vie, il est au Sénégal, mais il ne m'a pas élevée. J'ai grandi avec ma mère, c'est elle qui m'a gardée, c'était comme ça. Il n'était pas au courant des agissements, elle ne lui a pas tenu compte de quoi que ce soit. Donc, il l'a appris que bien plus tard. Ensuite, ma mère s'est mariée. Donc, lorsque je suis venue vivre en France, c'est là que j'ai eu un papa, une figure paternelle, qui, lui, ne savait pas non plus que ma mère m'avait fait ça. Il ne l'a su que lorsque j'ai eu 18 ans, je crois, ou 17 ans, et que je lui ai fait part de mon intention à recourir à la chirurgie réparatrice. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Donc, tu as pris cette décision. Quelle était leur réaction, du coup? Alors, quand j'ai commencé à parler de chirurgie, parce qu'avant même de pouvoir parler de chirurgie, il faudrait aller voir un gynécologue. J'ai grandi avec des douleurs de règles atroces. Aujourd'hui, on sait que j'ai de l'endométriose, mais on m'a refusé l'accès aux soins, ne serait-ce qu'un gynécologue, tout simplement par peur qu'un gynécologue puisse constater que j'avais été excisée et que ma mère puisse avoir des problèmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore une fois défié son autorité et je me suis rendue à la PMI la plus proche de ma ville de naissance, de ma ville,
dans laquelle je vivais. Alors, je n'ai pas consulté un gynécologue, mais on m'a tendu ce jour-là mon avenir. On m'a tendu un livret de la fédération. Alors, je me trompe toujours. Je ne sais pas si c'est Fédération ou Fondation GAMS. C'est l'un des deux. Il y avait tous les renseignements, tous les numéros à joindre, à appeler. Et je me suis renseignée. J'avais 14 ans, 15 ans à cette période-là. Ouais. Et j'ai préparé. Oui, donc j'ai préparé. J'étais très stratégique. J'ai préparé sur des années ma réparation et le fait de clamer ma féminité. Comment ça s'est passé après? La réparation ? Oui. Alors, j'ai attendu 6 mois avant mes 18 ans. Donc, c'était en 2019. C'était mon année de bac. C'était avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Avant le Covid. Et d'ailleurs, le Covid a joué une grande part dans ça. Et j'ai été voir le docteur Bounan à la Maison des Femmes à Saint-Denis. Donc la Maison des Femmes, c'est une association, une fondation qui a été créée pour aider les femmes, que ce soit victimes de violences conjugales, de violences tout court. Moi, j'avais connu cette fondation-là grâce à Ina Modja, la chanteuse malienne, qui a été l'une des premières personnes, en tout cas que moi, j'ai pu connaître à la télé, qui était vocale sur le fait qu'elle avait été excisée. Excisée également. Donc, je me suis dit que moi, je vais aller là où Ina Modja, je l'ai vu être représentée. Donc, je vois le docteur Bounan. C'est la première fois de ma vie qu'un gynécologue... Non, c'est pas la première fois de ma vie que je vois un gynécologue. Il y a déjà eu un autre épisode, mais c'est une histoire pour un peu plus tard, peut-être. Ouais. Le docteur Bounan me demande de me déshabiller. Je suis quand même assez... Pudique ? Pudique, oui, parce que mon corps, je ne l'ai jamais montré à personne d'autre que moi-même. Et puis surtout... Ce qui est normal, t'avais 15 ans, c'est ça ? Non, là, à ce moment-là, j'ai 17 ans. 17 ans, année du bac. J'ai 17 ans et 6 mois, et il m'ausculte, et il me dit que oui, effectivement, vous avez été excisé, mais vous n'avez pas été infibulé. Et c'est là où... alors, l'infibulation, c'est le fait de recoudre les lèvres ensemble, afin de créer un orifice plus petit. Donc, il me dit que non, sauf que moi, ma mère m'a toujours dit que j'avais été recousue. Donc, c'est juste qu'il y a une différence. Et ça, je ne sais pas si cliniquement, on a une évolution sur ça, parce qu'on a des femmes qui passent à travers. Au Sénégal, on a une pratique qui s'appelle le taf. Taf, si on le traduit littéralement, ça veut dire coller. Donc, ça consiste en couper une petite lèvre et la réutiliser afin de la coller pour réduire l'entrée du vagin. Donc, lui, il ne connaissait pas ça, il n'avait jamais vu ça comme ça. Et donc voilà. Suite à ça, il me demande, est-ce que j'ai des sensations ? Est-ce que j'ai du plaisir ? Je suis incapable de lui répondre, puisque je ne me suis jamais découverte et je n'ai jamais simulé. Tu ne te connaissais même pas. Pas du tout. Et donc, il va me dire, écoute, pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire, il va falloir que tu te stimules, que tu saches, qu'on puisse savoir l'étendue des dégâts, en gros. Et c'était quelque chose de très difficile, parce que quand on est assez religieux, et qu'on a grandi dans un certain prisme, la masturbation, c'est interdit, c'est un péché, on ne peut pas. Sauf que j'ai réussi à me convaincre que, écoute, c'est une prescription médicale. Voilà. Et donc j'étais en capacité de lui dire que je ressentais absolument rien. Si ce n'est presque même de la douleur, quand je frottais sur la partie où il n'y avait absolument rien. C'était tout lisse, en fait. Voilà, donc suite à ça, on programme, je lui demande de programmer, si c'est possible, le jour de mon anniversaire, donc le 19 novembre 2019. Et malheureusement, la date n'est pas disponible et c'est pas possible parce que avant de passer sous le bistouri, il faut voir un psychologue. Et c'est super important. Parce qu'on ne peut pas souhaiter réparer un traumatisme pareil, même s'il a été physique, il y a aussi beaucoup de séquelles psychologiques. Et ça m'a ramenée au 13 décembre 2019. Et donc ce jour-là, j'étais en famille d'accueil. J'ai été placée à 14 ans et je vivais en semi-autonomie. Donc j'avais mon appartement que je partageais avec d'autres jeunes filles de mon âge. Ta famille d'accueil était au courant de ce que tu vivais ? Alors,
J'étais en famille d'accueil avant les 16 ans. À partir de mes 16 ans, j'étais en foyer semi-autonomie, ce qui fait que j'avais mon appartement. Ok. Et ma famille d'accueil était au courant. Ouais. L'ASE était au courant. Mais je trouve qu'il y a eu quand même une petite lâcheté du service dans lequel qui était censé me protéger parce que du côté de ma mère. Parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer avec les paperasses. Et ils disaient qu'un jour je voulais le faire et que le jour d'après je ne voulais pas le faire. J'ai trouvé ça quand même assez insensible avec mon regard d'adulte maintenant. D'accord. Mais bon, il aurait fallu affronter ma mère pour pouvoir le faire. Ok, d'accord. Pour pouvoir m'accompagner, mes éducateurs, ils me font revenir exceptionnellement sur l'appartement des éducateurs pour que je puisse être sous surveillance. Donc le matin, on me dépose à l'hôpital de Saint-Denis. Je suis toute seule. Et j'ai décidé de documenter et de me filmer afin de pouvoir, une fois que j'aurai sauté le pas, partager cette expérience. Parce que nulle part sur Internet peut-on savoir ce qui nous attend. Ça n'existe pas. J'ai cherché. Justement, donc tu t'es... t'as vu cette figure qui s'appelle Inamoja, c'est bien ça. Tu t'es reconnue en elle, donc tu l'as suivie, t'es partie à l'endroit où elle-même, elle est partie. Mais avant ça, t'as jamais vu sur Internet ou sur les réseaux sociaux une personne qui avait vécu la même chose? Alors, sur Internet, j'ai cherché, mais il faut savoir que je suis ado et que j'ai 12 ans à cette époque, et que de mes 12 ans à mes 18 ans, il n'y a pas de jeune fille de mon âge qui était vocale sur ça. C'était des femmes déjà accomplies, des femmes qui ont déjà connu l'amour, qui ont déjà connu une vie sexuelle, qui ont des enfants. Je peux m'identifier à elles dans une certaine mesure, mais pas totalement. Il n'y avait pas le cheminement de Exactement. Je ne pouvais pas cheminer avec elles. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me sacrifier sur la place publique, parce que c'est quand même quelque chose que de parler de ce qu'on a entre les jambes, et que tout le monde sache. J'ai l'impression parfois qu'il y a une pancarte au-dessus de la tête. C'est très courageux. Pour pouvoir offrir à d'autres jeunes filles cette possibilité, ne serait et cette proximité, parce que Inamoja, c'est bien, mais est-ce qu'on peut lui écrire et lui parler? C'est une dame qui aujourd'hui, je la suis de façon de très près, et elle est à l'ONU, elle fait des choses incroyables, et elle a sa vie de famille, donc c'est une célébrité, elle n'est pas accessible, tout comme moi j'aurais pu l'être à l'époque. Et donc du coup, je passe au bloc opératoire. Je filme tout. Lorsque je me réveille, je me filme et j'attends jusqu'à 16h pour qu'on vienne me chercher. Et le chemin pour rentrer, ah mon Dieu, il était semé d'embûches pour le coup, parce que la voiture était très basse. J'imagine que les ressorts de la voiture devaient être très vieux, et l'anesthésie est en train de partir. Ce qui fait que à chaque dodane, je souffrais. J'étais toute fraîchement opérée. Donc j'explique comment est-ce que ça se passe. Le clitoris, disons que ça c'est le vagin. Le clitoris entoure tout le vagin. Donc il n'y a pas que la partie qu'on voit. Il peut faire entre 12 et 15 cm à l'intérieur de nous. Donc le médecin, il est parti faire une incision, ici le chirurgien, et tirer la partie qu'il y a à l'extérieur et en faire un bourgeon, on va dire. Et donc ça veut dire que j'ai de la chair vive, toute rose, qui n'a jamais vu le soleil, qui n'a aucune mélanine sur elle, qui est là et qui est boursouflée. Donc la première nuit, j'étais sous tramadol. Le tramadol, c'est censé être un très fort opiacé. Moi, ça ne m'a absolument servi à rien. J'avais beau prendre le tramadol, en prendre 1, 2, je ne ressentais absolument rien, ça ne me soulageait pas. La nuit, c'était encore plus horrible, parce que je pense qu'on ne vit pas la même expérience selon si on s'en rappelle, face à lorsqu'on ne s'en rappelle pas. Parce que j'ai pu accompagner d'autres personnes plus tard qui, elles, ça s'est très bien passé pour elles. Au bout de 2 semaines, elles pouvaient se lever et marcher. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai souffert pendant 1 an. Il faut savoir qu'on ne verra pas de résultats, les résultats définitifs, jusqu'à 1 an. Voilà. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'étais toujours une jeune fille très studieuse. J'ai toujours aimé l'école. J'aime tellement l'école que je suis devenue enseignante. Mais c'était l'année de mon bac. Je devais m'habiller. J'avais perdu l'habitude de mettre une culotte.
Mettre un pantalon, c'était horrible. J'avais une chose entre les jambes que je n'avais jamais eue. C'était vraiment, je pouvais pas. Je pouvais pas du tout. Je marchais bizarrement, je titubais. C'était irritant. La peau était en train de cicatriser, donc c'était sec. Donc vraiment, c'était très douloureux pour Et moi. psychologiquement aussi, non? Et psychologiquement, c'était très douloureux parce que j'avais l'impression de revivre mon excision une deuxième fois. Donc ensuite, j'ai eu, Dieu merci, c'est peut-être indécent de dire Dieu merci parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés à cause du Covid, mais le confinement, en tout cas pour moi, ça a été une aubaine. Parce que je n'avais pas à aller à l'école, je suivais les cours à distance et donc j'ai obtenu mon bac avec mes résultats en contrôle continu. Et je pense que je n'aurais sûrement pas eu si j'avais dû aller aux épreuves et aller en cours. Tu penses que tu aurais pu avoir une dispense ou pas? Je pense pas. Ouais. Non, c'est quand même quelque chose d'assez... Je ne pense pas qu'il m'aurait donné une dispense. Mais en tout cas, pendant cette période-là, mon lycée était très compréhensif. Mes enseignants, ma classe, puisque lors de mon retour au mois de mai ou au mois de mars, je crois que c'était pour la journée de la femme, le 8 mars, il me semble que c'est. C'est ça. J'avais contacté l'association Excision Parlons-en, qui nous avait permis de venir avec ma classe à la journée contre les violences faites aux femmes, sexuelles faites aux femmes, pardon. Et ils étaient tous venus. J'avais vu ça comme une grande démonstration de solidarité de la part de ma classe et de mon enseignant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont accueilli? Alors, ils sont allés avec moi cette journée. C'était une sortie scolaire. Donc, toute la journée, ils se sont posés. Et en regardant plus loin, c'était assez barbant. C'était des conférences. On avait 18-17 ans. Hein. Des conférences, des gens qui parlaient. Ils n'étaient pas du tout concernés, puisque c'était des populations qui ne connaissaient pas ça. Mais ils sont quand même venus et ils m'ont quand même accompagnée dans cette chose-là qui avait plus de sens pour moi que pour eux. C'est beau. De ce moment-là que tu es en train de m'expliquer jusqu'à présent, comment tu t'es reconstruite? Comment est-ce que je me suis reconstruite? En fait, je pense que le fait de rendre public ce cheminement, alors j'en ai eu des insultes, hein, j'en ai eu des ah mais c'était pour éviter que tu deviennes une catin qu'on te l'a fait, j'en ai eu des menaces, j'en ai eu des questions indécentes aussi de la part d'hommes. Qui viennent me demander si je ressens du plaisir. Alors, on sait bien qu'ils ne viennent pas me demander ça parce que pour des raisons médicales ou quoi que ce soit. C'est juste une question... Il y a un pan très misogyne à tout ça. Hein. De toute façon, c'est une pratique patriarcale qui est ancrée dans le patriarcat. Donc, voilà. Mais lorsque j'ai décidé de faire ce trade-là et de raconter le début, comment est-ce que j'ai été excisée, comment est-ce que je l'ai découvert, le cheminement, comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette réparation-là. Il y a plein de jeunes filles qui, par exemple, pensaient qu'elles devaient payer cette chirurgie. Et c'est une chirurgie qui est totalement remboursée par la caisse d'allocation, pas d'allocation, la caisse, la CPM, voilà, la caisse d'assurance maladie. C'est totalement gratuit, le suivi est gratuit, le psychologue pendant le suivi, tout est totalement gratuit. Mais aussi, il y avait cette partie où, sur les sites internet qui parlent de cette opération-là, on ne nous parle pas de la douleur. On ne nous parle pas de ce qui nous attend. On nous parle en termes cliniques. Il n'y a aucune vulgarisation de ce qui nous attend. On ne peut pas. On était dans une ère où la montée des formats vidéo, des témoignages, le fait d'écouter, les gens étaient à son ascension et c'était important, je pense, que je fasse ça. Donc j'avais 18 ans quand j'ai décidé de pleinement devenir militante et je ne regretterai jamais cette décision parce que grâce à ça, j'ai pu accompagner des gens et leur apporter des réponses qui leur ont permis à leur tour de se réparer. Pas forcément physiquement. On n'a pas besoin de l'opération forcément pour se réparer. Il y a des jeunes filles qui ont été excisées et qui ressentent du plaisir parce que ça a été mal fait, tout simplement. Mais qui ont pu se reconstruire
leur psyché, tout simplement. Aujourd'hui, tu reçois des jeunes filles qui viennent t'en parler, tu les accompagnes? Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Alors, Donc, comment ça se passe? pas plus tard que la semaine dernière, je crois que j'ai reçu un message d'une jeune fille sur TikTok. Tu fais des TikTok là-dessus? Alors, je fais pas de TikTok là-dessus, mais sur mon compte TikTok, j'ai épinglé l'une des interviews dans lesquelles j'avais été. Et donc, ça permet aux gens de pouvoir m'identifier. Je n'ai pas encore créé de TikTok pour le podcast puisque je n'avais pas un format vidéo. Donc, le format vidéo, c'est quelque chose qui arrive. J'ai déjà filmé le premier épisode vidéo avec justement la Fondation GAMS. Ou la Fédération GAMS, oh mon Dieu, je ne sais plus jamais. Je ne sais jamais. Bon, on a compris. Mais je veux faire les choses bien. Et oui, donc à l'avenir, il y aura une partie TikTok. Mais pour en revenir à cette jeune fille, elle est venue me voir parce qu'elle a un rendez-vous à l'hôpital proche de chez elle et qu'elle appréhende. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle part pour la chirurgie réparatrice, mais elle avait besoin de savoir si aujourd'hui, est-ce que moi je ressentais du plaisir. Je lui ai répondu aujourd'hui, juste avant de venir. Donc les deux questions qu'elle m'a posées, c'était pendant combien de temps est-ce que tu as eu mal après l'opération? Je lui ai dit que moi, j'avais eu mal pendant 1 an. Alors, c'est pas 1 an de douleur vive, bien évidemment. Ça s'estompe, ça descend. Mais que pendant 1 an, j'avais de l'inconfort. Et puis voilà. Et elle m'a demandé si je ressentais aujourd'hui du plaisir. Et je lui ai répondu oui. Et on néglige, je pense, cette partie-là. On peut avoir des gens qui parlent du fait qu'ils aient été excisés, mais jamais de leur vie sexuelle. C'est super. C'est justement, c'est un sujet qu'on peut trouver tabou. Et je trouve ça vraiment honorable parce que toi, t'en parles et tu exposes la chose. Et en fait, tu n'as pas de filtre. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont besoin de ça. Parce que ce genre de choses, ce genre de pratiques, elles sont victimes de ça. Et je pense que leur peur, c'est justement ça, de ne plus rien ressentir, de ne plus avoir de plaisir. Et justement, à ce sujet, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense que j'ai jusqu'à aujourd'hui une notion et une certaine sacralisation que je donne à mon corps. Parce que je pars du principe que j'ai subi trop de choses et que j'ai dû me battre pour être bien dans mon corps, pour laisser n'importe qui ou n'importe quoi m'approcher. Donc, j'ai une vie sexuelle très limitée, réservée. Voilà, j'ai besoin d'un lien émotionnel pour pouvoir avoir un rapport avec quelqu'un. Parce que sinon, tout simplement, je fais du vaginisme. Voilà. Donc j'ai tenté de me sortir de ça en me disant que non, mais peut-être que tu es trop coincée. Mais parfois, il faut juste accepter ce que l'on est, sa nature, et je suis comme ça. Au niveau du plaisir, j'ai du plaisir. J'ai aucun souci à ce côté-là. Mais c'est vrai que plus les années ont passé et plus j'ai découvert mon corps, plus j'étais en capacité de ressentir le plaisir. Mais surtout, le plaisir, on ne peut pas en ressentir si dans la tête, ça ne va pas. Et c'est pourquoi ça a été très important et très intéressant pour moi de suivre une thérapie. Mais ma thérapie, ça a aussi été d'aider d'autres personnes. Voilà. D'où ton podcast, D'où le podcast, mais surtout d'où les activités que tu fais en temps normal. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu fais et surtout de ton podcast aussi que tu vas mettre bientôt en avant? Comment est-ce que je peux accompagner une jeune fille ou parfois des femmes totalement qui ont l'une de mes amies aujourd'hui, elle est plus âgée que moi, elle a fait cette chirurgie parce que elle était partie dans je ne sais plus si c'est Cochin ou un autre hôpital, je ne sais plus. Mais l'hôpital dans lequel elle a été, on lui a dit que ça servait à rien ou qu'il le ferait pas, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ils lui ont fait comprendre que c'était pas possible. Et donc quand elle m'a parlé, je lui ai fait part de mon expérience. Elle a pu aller le faire à son tour. Il y a une autre jeune fille, elle s'appelle, on va lui donner un pseudo, Kenza. Kenza a pu aussi faire la réparation suite au fait que j'ai pu donner mon témoignage. Et d'ailleurs, lors de mon interview pour Oh My Mag, elle était venue m'accompagner parce que je trouvais que c'était quelque chose qu'on partageait. Aujourd'hui, elle est maman. Elle est épanouie dans son mariage. Et voilà, j'ai eu à parfois héberger des jeunes filles tout de suite après leur opération parce qu'elles vivent chez les parents ou elles vivent en famille et elles se cachent.
Elle se cache et on ne peut pas cacher une opération parce que tu es en souffrance. Tu ne peux pas te lever, faire la vaisselle comme d'habitude. Il faut qu'on s'occupe de toi. Donc c'est quelque chose que je peux offrir et c'est pour ça que j'ai créé le cœur cousu afin qu'il touche le plus de monde possible parce que j'aimerais vraiment qu'au-delà des associations qui existent déjà, je n'en connais pas une, en tout cas, peut-être que je me suis mal renseignée, qui a pris en compte cette partie-là, l'après, la réparation. Une fois qu'on est réparé, parfois ça peut être un danger pour nous de le faire. Moi, j'ai pu le faire parce que j'habitais seule à 17 ans. Je n'aurais pas pu le faire sous le toit de ma mère parce qu'elle ne l'aurait jamais autorisé, tout simplement. Voilà. Et pourquoi le cœur cousu? C'est quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? Parce que je pense que le premier amour d'un enfant, ce sont ses parents. Et que le premier garant de la sécurité d'un enfant, ce sont ses parents. Et que quand on subit ce genre de choses-là, moi je le vis comme une grosse trahison de la part de la personne en qui j'avais le plus confiance et qui aurait dû me protéger. Qui m'a littéralement livrée sous les mains d'une femme inexperte et j'aurais pu en mourir parce que on n'est pas à l'abri d'une infection, on n'est pas à l'abri de maladies sexuellement transmissibles et d'ailleurs je n'ai pas été à l'abri du fait d'être incapable d'accoucher par voie basse. Je ne peux pas accoucher par voie basse aujourd'hui. Et cette discussion, là je parle avec toi, mon enfant est chez elle parce qu'on a réussi à trouver un consensus, j'imagine. Mais tant que je ne parle pas de ce qui me fait mal, tout va bien. Mais dès qu'il s'agit de de se responsabiliser et d'accepter d'avoir tort, on a du mal. Donc le cœur cousu, c'est parce que mon cœur a été brisé et que j'ai réussi à le recoudre. Et une couture tellement fine, digne d'une maison de haute couture que on ne voit pas les fils. C'est beau ce que tu dis. Je suis un peu poète dans l'âme. Ouais, c'est super beau ce que tu dis, mais on va continuer sur cette lancée. Si tu as une phrase pour te décrire la femme brillante que tu es aujourd'hui, ce serait laquelle? Rebelle. Oh. Ça, c'est un mot. C'est un mot, une phrase, ok. Je dirais que je suis une personne qui va jusqu'au bout des choses. Voilà, je suis très déterminée. Ok. Et pour les jeunes filles qui t'écoutent à l'heure actuelle, qui sont peut-être victimes de ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, déjà, j'aimerais vous dire que si c'est sur le cas ou sur le point d'arriver, vous pouvez alerter les autorités. Elles peuvent le faire. Elles peuvent alerter les autorités. Elles peuvent faire appel à la Fondation ou Fédération GAMS. Elles peuvent faire appel à Excision Parlons-en. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux aussi. Mon Instagram, c'est @godette, donc GOWDE. Il y a le Instagram du cœur cousu, donc le cœur cousu. Il y a tout simplement, vous pouvez aller vous rendre à la police. Et lors de l'été, il y a un dispositif qui est mis en place par la Fondation GAMS, justement, qui permet de signaler aux policiers aux frontières quand on est à risque soit de mariage forcé, parce que, voilà, ça aussi, hein, je ne me bats pas que contre l'excision, je suis une grosse féministe, bien afro-femme, bien radicale. Donc, tous les mots que les femmes qui me ressemblent, ou qui ne me ressemblent pas d'ailleurs, peuvent subir, sont mon combat. Donc voilà. Donc si c'est sur le point d'arriver, ça peut être évité. Je pense que parfois, il faut aussi accepter que nous ne serons jamais les enfants parfaits de nos parents et qu'il faut accepter de décevoir les gens. Parce que c'est votre vie. Vos parents ont déjà eu leur vie. Ils ont déjà eu leur expérience. Ils ont déjà aimé. Ils ont déjà eu plaisir ou pas plaisir et ils n'ont pas à dicter vos vies. Il faut vraiment que dans nos sociétés, dans nos cultures, et là je vais passer pour une grosse occidentalisée, mais il n'y a aucun souci, je n'ai pas ce souci-là, il faut arrêter de sacraliser les parents, parce que c'est en les sacralisant qu'on ne peut pas dénoncer des abus, parce que là on est sur de la maltraitance d'un enfant et on est sur des abus corporels. Voilà. Et en fait, je me reconnais tellement dans tes mots. T'es une rebelle aussi. Mais je te reconnais tellement dans tes mots et c'est incroyable. Parce que là, du coup, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, on n'a pas pu échanger ensemble avant. Et je me reconnais tellement et c'est... Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est ta lumière, c'est toi. Mais aujourd'hui, du coup, tu es maman. Donc,
tout ce que tu as vécu, bien évidemment, tu ne vas pas le faire à ton enfant, ça c'est clair. Mais c'est un garçon surtout. C'est un garçon. Et qu'est-ce que tu lui donnes comme valeur, justement? Parce qu'en plus, c'est un garçon, donc il n'a pas forcément... Alors, mon fils est arrivé par césarienne, du coup, comme je le mentionnais plus tôt. Tout simplement parce que, non seulement physiquement, mais mentalement aussi, je ne peux pas pousser. Je ne peux pas accoucher par voie basse. Je ne peux pas risquer d'avoir une épisiotomie. Donc, l'épisiotomie, c'est quand on déchire, on coupe pour élargir l'entrée du vagin afin que l'enfant puisse sortir. Ce qui est très probable que ça m'arrive puisque j'ai été recousue. Je ne peux pas. Et dans le cadre de mon accouchement, j'ai subi des violences gynécologiques parce que lorsque je suis arrivée à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, dans lequel je n'étais pas censée accoucher, hein. J'avais trouvé une clinique, j'avais payé les frais, j'avais trouvé un médecin sénégalais de mon ethnie et j'avais programmé ma césarienne au 28 août. Mon fils était censé naître le 28 août, il est né le 26. Donc il est venu quand il voulait. Et lorsque j'ai appelé le SAMU, ils m'ont envoyé des pompiers. J'étais dilatée à 6 cm. Sauf que pour savoir que j'étais dilatée à 6 cm, il a fallu que la dame aille voir. Et je lui ai fait comprendre que je ne suis pas prête. Et elle m'a enfoncé ses doigts de force, en fait. Et j'ai hurlé. Et j'ai dû subir et supporter ça pour qu'ensuite elle me dise qu'elle allait m'envoyer en salle de naissance. C'est là où j'ai trouvé toute la force en moi. Et je lui ai dit, mais absolument pas. Vous n'allez m'envoyer nulle part. Ah, mais si, vous allez pousser. Je lui ai dit non. Je ne vais absolument pas pousser. Je veux que vous me fassiez venir le chef de service ou l'obstétricien de garde et je veux lui parler. Donc, le gynécologue, obstétricien, chirurgien est venu. Un monsieur très compréhensif. Je lui ai dit, écoutez monsieur, j'ai été excisée, j'ai été réparée, tel hôpital et je ne peux pas. Tout de suite, là, je ne peux pas accoucher par voie basse. Il n'a même pas cherché, je n'ai pas eu à me justifier. Il m'a dit, ok, on vous met au bloc dans 15 minutes. Donc à 10h15, j'ai pu accoucher de mon fils. Ah oui, on m'a refusé aussi l'épidurale. Hein, parce que si j'avais dû pousser... Oui, la péridurale. Je l'ai dit en anglais? J'ai dit épidurale? Ouais. Oui, c'est l'anglais. Excuse-nous. Ah, prof d'anglais oblige. Oui, la péridurale, parce que j'étais déjà ouverte à 6 cm et qu'il n'y avait pas le temps pour faire la péridurale. Donc ça veut dire que non seulement j'aurais dû accoucher par voie basse, et puis qu'ensuite j'aurais eu droit à aucune anesthésie ou quoi que ce soit. Non. Donc finalement j'ai eu droit à une rachi-anesthésie. Donc c'est comme une épidurale, mais comme une péridurale. Une péridurale. C'est ok, je pense qu'ils vont comprendre. C'est comme une péridurale, mais je ne saurais pas expliquer en quoi c'est différent d'ailleurs. Et mon fils est né en bonne santé. Et voilà. Et d'ailleurs, en lisant le compte rendu de naissance plus tard, je me suis rendu compte que j'avais eu bien raison d'insister parce que mon fils avait le cordon noué autour du cou. Donc ça veut dire que j'aurais pu pousser et qu'un drame aurait pu se passer ou qu'on aurait finalement fini au bloc et que j'aurais poussé pour rien du tout. Donc voilà. Quant aux valeurs que j'inculque à mon fils, c'est un enfant qu'on responsabilise assez tôt. Mes proches trouvent que je suis dure avec lui. Mais pourquoi? Alors déjà, il n'y a pas de télé chez moi. J'ai remarqué. Il n'y a pas de télé chez moi. Mon enfant n'avait pas été exposé aux écrans jusqu'à ses 2 ans et demi. Il a été exposé à la télé à cause de mes proches qui lui donnent la télé quand ils vont chez eux. Enfin, quand il va chez eux. C'est un enfant à qui je parle en wolof, en anglais, en français. Donc, il comprend bien. Alors, il me comprend en anglais, il comprend un peu moins parce que j'ai arrêté de lui parler depuis quelques mois afin qu'il améliore son français et qu'il énonce mieux les mots. Le wolof, il comprend très bien ce que je lui dis. Hein. En général, je parle wolof quand je suis énervée, donc il sait qu'il faut que j'écoute maman. C'est un enfant qui range sa chambre. Il a 3 ans, oui, mais je pense qu'il faut leur apprendre très tôt à fonctionner. On dirait une éducation Montessori, mais c'est juste une éducation où on est en train de préparer un futur adulte. Et le fait qu'il soit un futur homme, un jeune garçon, c'est très important pour moi de lui apprendre à tenir une maison aussi bien qu'on le ferait pour une fille. Parce qu'il va devoir tenir sa maison aussi et personne ne va lui faire. Et j'aurais horreur qu'il dise à une femme
Ah mais oui, mais moi, ma mère, elle cuisinait frais tous les jours. Ah mais non, mais si tu veux manger frais, tu vas devoir cuisiner. Et je ne serai jamais de son côté. Et je te préviens, mon fils, si tu regardes ça dans quelques années, je ne serai jamais de ton côté. Je serai toujours du côté de ta femme parce que tu auras sûrement tort. Donc voilà. Merci Abby pour d'être venue dans un premier temps et pour ton histoire, pour ton témoignage. Est-ce que tu peux nous repartager tes réseaux? Oui, alors mon Instagram perso, Godette, Gowde2TE. Le Instagram de mon podcast, Le Cœur Cousu, donc @le cœur cousu, que vous pouvez trouver sur Spotify, Apple Music. On peut le trouver partout, même sur, comment on appelle ça, sur Amazon Prime. Oui, on peut le trouver partout, sauf sur Deezer. Qui écoute Deezer? Non. Ah non, mais il y a des gens qui écoutent Deezer. Ah oui, non. Quittez, s'il vous plaît. On sait que c'est gratuit, mais il faut quitter. Et bientôt sur YouTube en format vidéo. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et quant à vous, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo qui est d'ailleurs... En fait, j'ai vraiment pas de mots en fait. J'ai découvert l'histoire. J'ai vraiment pas de mots. Mais je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à l'Instagram Raconta Life avec 2 E à la fin, Raconta Life sur TikTok. Et si jamais vous êtes vous aussi victime d'une histoire quelconque que vous voulez mettre en avant, je vous invite à me contacter, que ce soit par mail ou sur nos réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Tu expliques aussi qu'après ce moment-là que tu as d'ailleurs as quelques souvenirs, il y a eu 2 semaines, et 2 semaines après, c'était les pires de ta vie. De mon enfance, oui. Pourquoi? C'était horrible dans le sens où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais mal entre les jambes. Pour faire pipi, et je me souviens encore de cette douleur-là, c'est comme si on m'avait frotté du piment entre les parties intimes. C'est vraiment horrible parce que ça pique, on dirait qu'il y a une pulsion. Et puis surtout, je ne pouvais pas m'accroupir pour faire pipi, tellement mes parties étaient atrophiées. Donc on devait me porter, je me souviens de ça, les jambes droites pour que je fasse pipi directement sur les toilettes. Parce que au Sénégal, on a... bon, peut-être maintenant c'est un peu plus moderne, mais on a des toilettes turques, donc il faut s'accroupir pour faire pipi. Donc je ne pouvais pas m'accroupir pour faire pipi.